L'évolution des vins est un problème important en production et il faut les vins que l'on rencontre en défaut sont souvent jugés trop évolués. Donc on a été mandaté par les professionnels de la région pour explorer et mieux comprendre les phénomènes d'oxydation tout au long de l'élaboration du vin. L'oxygène intervient tout au long des étapes de vinification. Je passerai sous silence ce qui se passe au cours de la fermentation alcoolique où là l'oxygène est propice au développement des levures pour m'attarder sur les phénomènes d'oxydation en préfermentaire et en post-fermentaire où il faut avoir conscience que les phénomènes sont très différents, pas régis par les mêmes mécanismes. En préfermentaire, il s'agit essentiellement de réactions biochimiques catalysées par les enzymes présentes naturellement sur le raisin, alors que sur le vin, on est plutôt sur des mécanismes biochimiques, donc plus lents. Sur mou, je rappelle alors très simplement des travaux qui datent des années 90 sur les blancs qui ont mis en évidence les phénomènes d'oxydation dans les mous. Donc il y a le substrat, les acides caphtariques, les acides hydroxycinnamiques qui sont présents dans le raisin et en présence de la polyphénoloxydase qui est elle aussi présente dans les raisins et en présence d'oxygène, ces composés vont s'oxyder, donner des réactifs qui vont entrer en jeu dans d'autres phénomènes d'oxydation en cascade. Aussi, selon la teneur en acide caphtarique, en enzymes et des composés présents dans le raisin, l'acide ascorbique et le glutathion qui peuvent contrecarrer ces phénomènes, on va avoir des phénomènes de plus ou moins grande ampleur. Ainsi, au début de ces travaux, on s'est intéressé à la composition des raisins et on peut voir que sur les cépages principaux qui entrent dans l'élaboration des rosés sur le bassin méditerranéen, Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Rolle et Tibourin, on a des constitutions très différentes. Donc le Grenache et le Cinsault sont riches en composés oxydables, acide hydroxycinnamique, assez dépourvus de glutathion, qui est un antioxydant naturel présent dans le raisin. Donc ils vont avoir des potentiels d'oxydation beaucoup plus importants que ne le sont la Syrah ou le Mourvèdre. Donc on peut concevoir qu'on ait des démarches différentes en fonction des cépages en cave pour s'opposer aux phénomènes naturels d'oxydation des mous. On peut voir qu'il y a des barres de variation sur ces graphiques. Elle constitue la variabilité des matières premières et les travaux actuels s'intéressent à voir comment les pratiques viticoles, les terroirs, les clones peuvent intervenir sur ces phénomènes, la composition des raisins. Ces phénomènes d'oxydation, on a par habitude la possibilité de les contraindre, de les maintenir, de les limiter en cave. Mais il faut avoir conscience qu'ils sont engagés dès que la baie est retirée de son pédicelle, donc dès que la récolte intervient, notamment dans des conditions de récolte mécanique. Donc c'est compliqué d'évaluer la quantité d'oxygène introduite dans les mous au cours de leur élaboration, parce que d'une part, le volume de jus va grandir au cours des opérations préfermentaires et que selon les itinéraires, les schémas de production, on va avoir plus ou moins de possibilités d'entrée d'oxygène. Il n'est pas possible de faire des mesures, enfin, on peut mesurer l'oxygène dans les mous, mais comme il y a deux cinétiques qui s'opposent, l'entrée de l'oxygène dans le mou et la consommation de cet oxygène par le mou, on a un bilan, un point à un moment donné qu'il est difficile d'interpréter. Donc les mesures à ce stade sur mou d'oxygène ne sont pas toujours faciles à interpréter. Aussi, on a développé une méthode en laboratoire qui permet d'apporter une quantité connue d'oxygène au mou et d'évaluer les conséquences sur ce mou. Donc c'est un petit
fermenteur qui permet d'apporter des quantités connues d'oxygène et de s'assurer qu'on a des saturations réellement en oxygène et de suivre la vitesse de consommation d'oxygène. Sur le graphe de gauche, vous voyez que l'oxygène peut être consommé en moins de 5 minutes par le mou. Donc vous apportez 8 mg d'oxygène, ce qui est conséquent, ce qui représente une chute de plusieurs mètres du jus dans votre cuve. Mais au bout de 5 minutes, vous ne le retrouvez plus et ça a entraîné des conséquences sur la couleur et du jus. Donc, en relation avec la composition du vin, on voit que les cépages n'ont pas les mêmes comportements. Une Syrah et un Mourvèdre vont très vite s'épuiser, c'est-à-dire que l'oxygène va rester à un niveau élevé, le mou n'aura pas la capacité de le consommer, alors que sur Grenache et Cinsault, on peut multiplier ces apports d'oxygène et le mou va réagir. Donc là, vous avez la représentation de la couleur jaune et rouge d'un mou de Syrah et de Grenache dans lequel on a fait des apports cumulés d'oxygène, enfin répétés les uns après les autres. On voit que sur le Grenache, on peut apporter 11 fois une saturation d'oxygène et que le mou va réagir, alors que sur Syrah, très vite, le mou ne sera plus en capacité de le consommer et donc il n'y aura pas d'autres conséquences sur le jus. Donc sur rosé, au contraire des blancs où on va avoir une augmentation du jaune, sur rosé on a aussi une destruction des polyphénols et des anthocyanes et donc une disparition du rouge. Et cet état est stable après vinification. Donc quand on oxyde un jus de rosé, on se retrouve avec un vin qui a perdu tout ou partie de ses composés rouges et à augmenter sa composante jaune. Il faut avoir alors recours au collage si on veut essayer d'éliminer cette partie jaune, mais qui est quand même relativement stable. Sur la base de ces essais, on a essayé de voir comment on pouvait contrecarrer une saturation en oxygène, parce qu'on a beau travailler à l'abri de l'oxygène par l'usage des gaz neutres, le mou voit quand même au cours de toutes les opérations préfermentaires un petit peu l'oxygène. Il semblerait, alors ces graphes, vous avez sur le graphe, sur celui-ci, quand plus les échantillons sont vers la gauche, plus la teinte augmente, c'est-à-dire la teinte, quand elle augmente, le vin rosé apparaît plus orangé. Alors que les échantillons qui sont de ce côté, ils sont plus rouges. Donc quand on sature, on fait une saturation sur les différents cépages, là vous avez Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, on voit qu'on augmente la teinte du vin. Par contre, si à cette saturation on rajoute, j'ai perdu mon point, on rajoute du glutathion, on voit qu'on limite les effets de la saturation en oxygène sur la couleur des jus. Au niveau organoleptique, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs origines des arômes, parce que ces arômes peuvent également être favorisés. Les travaux de recherche récents ont montré que l'éthiol pouvait aussi être favorisé par l'apport d'un peu d'oxygène. Et enfin, là, ce sont des résultats d'analyse sensorielle et la présence du goût fruité, agrume et exotique peut être parfois masquée par une légère réduction. Donc on est sur des phénomènes complexes où l'oxygène peut être un ennemi ou un allié, mais globalement, si on compare par cépage les deux premières barres, on voit qu'une saturation en oxygène est plutôt préjudiciable à la qualité aromatique du vin et que l'usage de glutathion ou d'acide ascorbique peut, dans certaines situations, améliorer le profil du vin. Mais bon, c'est des résultats partiels, l'étude est encore en cours et nous poursuivons ce travail de caractérisation des auxiliaires qui pourraient participer à limiter ces phénomènes d'oxydation sur mou. Pour illustrer les travaux très innovants que nous menons sur cette thématique, nous travaillons avec Nomacork sur leur Polyscan qui évalue une empreinte de l'état d'oxydation des jus et on voit effectivement que selon l'état, les opérations préfermentaires menées sur ce jus de Grenache, on n'a pas un profil
On a un profil différent selon si le jus a été oxygéné ou collé en jaune ou au contraire un jus extrait dans des conditions d'inertage et de sulfitage. Donc en conclusion sur cette première partie, il ne faut pas omettre l'usage des sulfites qui inhibent fortement la PPO et donc vont limiter les phénomènes oxydatifs. Toutefois, on sait que la masse de vendange est quelque chose d'hétérogène et donc c'est compliqué de sulfiter de manière égale sur tout un pressoir, mais l'usage du SO2 limite bien les phénomènes. Bon, sur rosé, il y a aussi l'extraction de couleurs qu'il faut prendre en compte, donc c'est un peu compliqué. Le froid est aussi un allié parce que les enzymes, la PPO, est partiellement inactivée ou ralentie quand on vendange, quand la vendange est fraîche, soit parce qu'on a vendangé tôt, soit parce qu'on est équipé d'un refroidisseur de vendange à l'entrée de la cave. L'usage des gaz neutres est plutôt favorable, du moins il ne faut pas des apports importants en oxygène, mais va participer au changement de profil du vin. Et il faut prendre garde au risque de réduction sur les cépages Syrah et Mourvèdre qui sont naturellement peu sensibles à l'oxygène. Par rapport à l'usage d'intrants intervenant sur les phénomènes d'oxydation, donc glutathion, acide ascorbique, tanin, autres collages, les résultats sont encore en cours d'acquisition. Pour terminer et essayer de respecter le timing, rapidement ce qui se passe en élevage. En élevage, les choses sont plus simples parce que déjà les phénomènes sont moins rapides. Donc, dans l'idéal, il faut autodiagnostiquer ou faire diagnostiquer par un audit oxygène ces pratiques, relever les points critiques où on a un risque important d'apport d'oxygène. Bon, ils sont connus, hein, des soutirages, des assemblages, des filtrations, la stabilisation tartrique par le froid, pour limiter ou corriger quand on a eu un apport en oxygène, donc désoxygéner son vin, pour éviter d'avoir des apports en oxygène au cours du stockage et de l'élevage de vin qui vont être préjudiciables à la qualité de la couleur et des arômes. Les pratiques sont connues, il faut les adapter à ces conditions opératoires de cave et aux contraintes imposées par des relogements ou des transferts d'un atelier à un autre. Dans le cadre d'une étude nationale sur les rosés et leur conservation, on a étudié l'effet d'autres paramètres, température, oxygène et sulfite. On voit, donc là c'est des moyennes, donc il peut vous sembler que les écarts ne sont pas importants, mais l'important c'est qu'ils sont répétables d'une matière à l'autre. Donc le premier graphe à gauche représente la couleur jaune, celui de droite la sensation gustative sur l'évolution, le fruité du vin. On voit que seule une bonne gestion des sulfites libres ou actifs et l'abaissement des températures garantit la durée de fraîcheur du vin au cours des 6 mois de stockage en cuve ou en bouteille entre la fin de l'élaboration et la commercialisation ou présentation du produit aux consommateurs. Donc en conclusion, en préfermentaire, c'est certainement là qu'il y a les plus gros enjeux. Et la phase de préfermentaire en rosé, c'est une petite dizaine d'heures, 24 heures, entre le moment où vous décidez de récolter et le moment où le mou part en fermentation. Donc, il y a des étapes, des contraintes techniques, opérationnelles à prendre en compte. Mais c'est pendant ces étapes préfermentaires que l'on assure le potentiel du futur vin, sa couleur et son expression aromatique. Donc les enjeux ils sont vraiment là. Au niveau de l'élevage puis du stockage, il faut travailler à sécuriser ces pratiques pour éviter une entrée importante et nocive d'oxygène. Bien entendu, tout cela doit se concevoir en fonction des coûts de revient de produits et du niveau de valorisation que l'on a sur sa gamme de produits et en fonction des matières premières. Vous aurez compris
Un grenache et un mourvèdre ne doit pas se gérer forcément comme un grenache et un cinsault ne doivent pas forcément se gérer comme une syrah ou un mourvèdre ou un carignan. Voilà.